Nous allons parler d'un nouveau livre dont le titre est Bien vieillir, 50 solutions pour les territoires, avec son co-auteur, Yann Lasnier, qui est également le délégué général des Petits Frères des Pauvres. Bonjour Yann. Bonjour. Peut-être représenter les Petits Frères des Pauvres, peut-être si vous le souhaitez, et puis après, je voudrais savoir pourquoi écrire un livre à destination des territoires. Alors, Frédéric, les Petits Frères des Pauvres, c'est une association qui existe depuis 1946 et dont la cause principale est la lutte contre l'isolement social des personnes âgées, principalement et prioritairement les personnes âgées en situation de précarité. L'isolement social est un fléau dans notre pays. C'est un fléau toute tranche d'âge confondue, mais plus on avance en âge, plus le risque d'isolement est important. Et nous documentons tous les 3 ans un baromètre de l'isolement social des plus de 60 ans. Et nous sortons malheureusement des chiffres qui sont terribles. Le dernier baromètre date de 2021. 530 000 personnes dans notre pays sont en situation de mort sociale et J'avais plus lu, de oui. 2 millions de plus de 60 ans toujours, et plus de 2 millions de personnes sont en situation de grande fragilité en termes d'isolement. Donc, on se contente bien sûr pas de donner des chiffres, hein. Le plaidoyer est quelque chose d'important pour nous, mais nous avons 15 000 bénévoles qui, au quotidien sur le terrain, remettent des gens dans la vie en les accompagnant, en accompagnant un peu plus de 30 000 personnes aux petits frères des pauvres. Et puis, nous essayons de mettre en œuvre des solutions tant de prévention que de sensibilisation à ces questions d'isolement social, mais également à ces questions plus globales de vieillissement, de mur démographique auquel notre pays, comme beaucoup de pays industrialisés et d'ailleurs d'autres pays du Sud également, vont être confrontés dans les 10, 15, 20 années à venir. Pourquoi avoir écrit un livre sur les territoires? Bien vieillir, les 50 solutions pour les territoires. Alors, il existe beaucoup d'ouvrages aujourd'hui pour parler de cette question de la démographie, de la gérontocroissance, puisque ce phénomène qui est connu des démographes depuis plus de 30 ans, hein, ce qui est bien avec la démographie, c'est que ça permet de voir assez loin. Il existe, je vous le disais, beaucoup d'ouvrages, mais très très peu qui apportent des solutions. Et vais vous raconter une anecdote. Quand j'ai pris mes fonctions au Petit Frère des Pauvres il y a 4 ans, maintenant, c'était en septembre 2020, l'une des premières choses que j'ai demandé à Boris, qui était mon collaborateur à l'époque, c'est qu'on puisse avoir qu'on appelle l'Association des maires de France pour obtenir le fichier des élus en charge des seniors. Et j'ai très rapidement découvert que ce fichier n'existait pas. Alors, je venais d'un autre champ associatif, notamment le champ de l'enfance et de la jeunesse, et il est tout à fait, enfin, on vous propose en général au début d'une mandature d'acquérir le fichier des maires adjoints à l'enfance, à la petite enfance, au sport, etc. Mais les élus aux personnes âgées, c'était pas le cas. Et donc, de là, on a vu combien les villes avaient encore du progrès à faire, les communes plus exactement, du progrès à faire en termes d'organisation pour justement être préparées à gérer ce qu'elles voient se fabriquer sous leurs yeux, c'est-à-dire une société qui vieillit. Et donc, l'idée de ce livre, on l'a écrit comme cela dans l'introduction, c'est un livre d'inspiration et de solutions. D'inspiration parce que on ambitionne s'adresser autant à l'élu local actuel ou futur d'une ville de 3000 habitants que au maire d'une grande ville ou d'une métropole française. Je pense que, mais bien sûr, il faut adapter ces solutions à des réalités territoriales et à des tailles de ville. Mais l'ensemble des 50 solutions qui sont présentées dans le livre sont par nature des choses. Alors, il y a plein de villes où des choses existent déjà, mais d'autres où on a de la marge, disons, pour faire plus et mieux, pour faire du bien vieillir autre chose qu'un slogan marketing. Comment est-ce que vous avez trouvé les solutions? Parce qu'en fait, il y a des solutions qui sont très précises. Par exemple, accueillir les néo-habitants seniors dans la commune. Bon, par exemple, aménager le logement. Bon, ça, à la limite, je veux dire, je vais pas dire pas tout le monde peut trouver l'idée, mais trouver l'idée des néo-habitants seniors, on trouve une idée comme ça où? Ah bah écoutez, c'est je sais pas comment on la trouve, en tout cas on revendique que nous on l'a eu.
On a essayé de réfléchir à tout ce qui, enfin, déjà, au-delà de ce qui existe déjà, à ce qui pouvait, enfin, c'est peut-être ce qui a gouverné un petit peu notre écriture. On a essayé de se poser la question avec des moyens extrêmement faibles ou des communes enfin, des choses qui ne coûtent pas forcément beaucoup beaucoup pour les communes. Si on était arrivé avec un livre de solutions, parce que ce qu'on a ambitionné d'écrire, j'espère que les lecteurs le prendront comme ça, c'est un petit programme clé en main pour un futur adjoint aux personnes âgées ou aux seniors sur une commune. Euh, L'idée, c'est pas on connaît les budgets des collectivités, donc l'idée n'était pas d'en rajouter beaucoup avec des choses qui étaient peut-être très intéressantes, mais totalement infaisables budgétairement parlant, pour des villes ou pour des communes, mais de se dire comment dans tous les pans de l'action publique, euh, les seniors pouvaient être pris en compte. Aujourd'hui, quand on parle senior dans une ville, on va parler de choses qui relèvent un peu de la santé, beaucoup du loisir, et avec des fois des biais culturels qui sont risibles. C'est-à-dire que les gens ont encore du mal à comprendre que les seniors dont on parle aujourd'hui étaient des gens qui avaient 25 ans au milieu des années 70. Et on parle souvent, y compris quand on parle des goûts culturels, euh, on plaque sur cette génération-là qui a écouté euh, Gérard Lenormand, Queen, les Rolling Stones, ou enfin, je peux vous, enfin, c'est ce qu'a été la pop culture des années 70. On lui parle encore comme la génération de leurs parents, à eux, ces seniors-là, qui écoutaient Aristide Bruand ou Bertil Va. Et l'idée, c'était vraiment de se dire, bah, un adjoint au senior demain sur une commune, il est l'interlocuteur de tous ses collègues à l'urbanisme, au logement, aux espaces verts, à la mobilité, à la propreté, pour les forcer à réfléchir senior. On a réussi dans ces 40 dernières années à mettre la ville à hauteur d'enfant, et il faut qu'on la mette à hauteur de vieux. C'est pas tout à fait la même hauteur. Mais on a ce travail-là à faire pour se dire comment aujourd'hui, bah, le bien vieillir, le virage domiciliaire, moi j'entends beaucoup ces slogans-là. Et derrière, quand je gratte, je m'aperçois qu'il n'y a pas grand-chose de pratico-pratique. Notre livre, il se veut vraiment là-dessus, pratico-pratique. Et l'exemple que vous citez, celui d'accueillir les néo-habitants, bah, vous avez beaucoup de communes qui n'accueillent pas encore les nouveaux habitants. Vous arrivez, vous vous installez dans une commune, vous n'avez pas, enfin, si vous faites pas l'effort, on vient pas vers vous. Et ce qu'on disait sur ce chapitre-là, Frédéric, spécifiquement, c'était quand vous décidez de vous installer à 60 ans, 65 ans, dans une commune où vous avez zéro attache, parce que c'est votre lieu de villégiature depuis, ou c'est un lieu dans lequel vous avez désiré vieillir, bah, la sociabilité, si vous avez mal pris, si vous êtes mal débrouillé, la sociabilité, elle n'est pas évidente, quoi. Vous n'avez pas de gamin à emmener à l'école. Alors, c'est vrai que vous pouvez discuter avec des commerçants, mais on s'est dit, bah, tiens, le maire, plutôt que de gérer des isolés sociaux en fabrication demain, eh ben, s'il arrive à mettre en place un petit protocole où il sait accueillir des résidents âgés, leur donner, enfin, seniors, euh, les diriger vers les associations qui vont bien, etc., on peut, avec ce type de mesure qui coûte rien, à 3 cacahuètes, voilà, on peut arriver à fabriquer du non-isolement social demain. En clair, on fait de la prévention et on fait de la véritable intégration. Donc, vous parlez en fait santé, valoriser les seniors, accès à l'information, le sport, les loisirs. Parmi tous ces champs, toutes ces solutions, depuis votre point de vue, on en est où en France, dans les villes en fait? Où est-ce que les villes en sont? Et peut-être aussi peut-être un exemple d'une ville qui serait très à la pointe. Ah, il y a plein de villes qui font des choses absolument remarquables. Vous avez une association d'accompagnement de ces villes qui développe même un label. Le label, c'est Ville Amie des aînés, avec une démarche qui est particulièrement intéressante, très participative. Mais quand vous voyez aujourd'hui le nombre de villes qui ont ce label, qui est compliqué à obtenir, c'est-à-dire que c'est une vraie démarche, c'est pas un macaron qu'on colle en plus. Pierre-Olivier Lefebvre, qui dirige cette association, a mis en place un dispositif vraiment intéressant. Mais aujourd'hui, je pense qu'il faut massifier plus.
Et donc, on a des villes, je vous le disais, qui ont des choses de mise en place, rarement qui couvrent le 360 degrés, l'ensemble du spectre de la vie locale. C'est-à-dire que ça va être très anglais santé, lutte contre l'isolement social et aux petits frères des pauvres, on y travaille, loisirs, un peu lutte contre l'électronisme ou l'accompagnement des seniors à la digitalisation. Nous, ce qui me paraît être aujourd'hui le grand agent manquant, je trouve que nos élus, nationaux comme locaux, ne savent pas parler aux citoyens âgés. Et quand je dis leur parler, c'est un moment dans le récitatif. Euh, on dit aux retraités qu'ils sont un centre de coût. D'ailleurs, que les retraites coûtent cher, euh, mais on ne valorise pas leur place dans la société. Il y a 17 millions de plus de 60 ans dans notre pays. Et moi, je vois peu de choses positives. On, on s'adresse à eux que par des mots MAUX et par des choses qui sont pas les plus drôles. La perte d'autonomie, la fin de vie. Mais quand on regarde bien, qui sont les personnes qui participent des conseils d'administration des associations de ce pays, majoritairement des seniors? Qui sont les personnes qui administrent nos villes et nos villages, les conseillers municipaux et conseillères municipales, majoritairement des seniors. Qui sont les personnes qui, dans la vie familiale, fabriquent aussi des îlots de stabilité, les grands-parents. Et de plus en plus, on va même arriver aux arrière-grands-parents, puisque l'arrière-grand-parentalité est aussi quelque chose qu'il va falloir investir en tant que rôle social des arrière-grands-parents. Et c'est pour ça que la question on a appelé notre second chapitre valoriser les seniors, favoriser l'engagement et la participation. Et on pense qu'il y a énormément de choses à faire pour que cette société qui vieillit, elle soit mise en avant aussi dans l'organisation sociale qui est une commune, un quartier, un village, et qu'on montre qu'elle est contributive, elle aussi, et qu'elle n'est pas juste un centre de coût, justement. Je suis un peu obsédé par cette question possible d'une guerre entre les générations et de la perte de sens de la solidarité intergénérationnelle. Euh, on- quand vous expliquez aujourd'hui à un jeune salarié qu'il cotise pour les personnes qui sont aujourd'hui à la retraite, qui cotisent pas pour sa propre retraite à lui, il cotise sa cotisation, elle finance les retraites actuelles, eh bien, l'acceptabilité de cette logique de solidarité, j'ai l'impression qu'elle régresse dans notre société. Et l'une des manières pour qu'elle ne régresse pas, c'est qu'on valorise l'engagement des seniors et leur place dans la société. Ah, une petite parenthèse, c'est peut-être dû aussi au fait qu'en France, il n'y ait pas de lobby, entre guillemets, senior. Aux USA, il y a la ARP, au Danemark, il y a DNH, des très grosses associations. Je dis lobby, mais c'est des très très grosses associations. Et en France, il y a jamais eu ça. Alors, il y a des associations de retraités plutôt thématiques et qui sont pas forcément dans la revendication Putain. pour les retraités. Il y en a une dont on parle beaucoup, là, qui s'appelle le CNAV, le Comité national autoproclamé pour la vieillesse. Vous avez les syndicats qui ont aussi en général des sections ou des organisations pour pardon, le terme fait un peu ancien, mais pour leurs vieux travailleurs. Mais en même temps, Frédéric, je défends aussi le fait que la vieillesse n'est pas une catégorie sociale homogène. Je vous le disais, je viens du champ des métiers de l'enfance et de la jeunesse. Il a fallu des années pour qu'on puisse dire des jeunesses plutôt que la jeunesse. Moi, je ne sais pas ce que c'est la jeunesse de ce pays. C'est pas pareil dans notre conversation précédente quand on parlait notamment de la pauvreté des jeunes que quand vous naissez. Enfin, et vous avez exactement le même problème à l'âge venu, c'est-à-dire que quand on parle des retraités, vous parlez de gens qui vivent en dessous des minimums vieillesse aux minima sociaux, comme de gens très aisés qui peuvent et c'est pas bon pour leur bilan carbone, faire 4 à 6 voyages par an. Et vous avez c'est compliqué de parler de tranches d'âge homogènes. Alors, vous avez des villes où vous allez avoir des sociologies qui vont être bouleversées par le vieillissement, euh, notamment des villes où les personnes qui vivent déjà adultes en situation de pauvreté et de précarité vont vieillir dans les mêmes lieux, et des élus vont avoir
au-delà de gérer des populations déjà fragiles, des populations fragiles vieillissantes ou déjà en situation de prendre de l'âge. Et puis, le mot paraît un peu savant comme ça, mais il existe en France un phénomène qui s'appelle l'héliotropisme. On va chercher un peu le soleil et la lumière. Et nos côtes, aujourd'hui, des côtes de Calais jusqu'à Biarritz et la côte méditerranéenne, sont des communes qui sont directement sur la côte et dans l'immédiate arrière-pays, vieillissent à vitesse grand V, parce que les retraités font massivement le choix de s'installer en Bretagne Sud, dans le golfe de Gascogne ou sur la côte normande. Et là, vous allez avoir des bouleversements, mais extrêmement profonds pour les communes qui vont avoir à gérer aujourd'hui des retraités pleins d'allant qui arrivent à 65 ans, 70 ans avec encore 10, 15 et on leur souhaite plus 20 belles années de vie devant eux où ils peuvent agir pour la commune si on sait les mouvementer. C'est pour ça on parlait de réserve citoyenne senior, etc. Je ne vais pas dévoiler tout le livre, il faut que nos auditeurs et nos téléspectateurs l'achètent. Mais vous allez avoir pour ces élus-là, dans 10 ans, dans 15 ans, à gérer massivement des gens qui vont perdre de l'autonomie ou des gens qui vont vivre le quatrième âge dans le logement et pas forcément dans un logement adapté. Donc c'est tout ça, hein. C'est vraiment un livre aussi de sensibilisation à, je citais par exemple la question climatique, euh, aller choisir d'habiter dans une ville qui va être exposée au recul du trait de côte. C'est le cas en Aquitaine, où vous avez des villes où on sait que le trait de côte va reculer. Eh bien, pour les élus de ces territoires-là, gérer un problème et- climatique et un problème de sécurité civile, en plus avec des personnes qui vont être très vieillissantes, c'est un degré de difficulté supplémentaire qu'il va falloir savoir anticiper. Et aujourd'hui, je pense que notre société n'est pas tout à fait prête là-dessus. Si vous étiez adjoint en charge des seniors, des retraités d'une ville, vous commenceriez par quoi? Par où? Alors, forcément par cette question de l'engagement et de la participation. Je pense vraiment que, alors, ce qu'on a mis, et je suis très heureux, vous le découvrez, un récent rapport du Sénat qui est paru la semaine dernière et qui avait repéré la sortie de cet ouvrage, nous a auditionné et parmi les mesures et les propositions qu'ils ont retenues, c'était le fait d'inciter et d'inviter chaque collectivité a créé cette fonction de maire adjoint en charge des seniors. Parce que ça n'existe pas dans toutes les collectivités. C'est pas un portefeuille, entre guillemets, qui est bien périmétré. Donc ça, le fait que dans les élections municipales de 2026, pour le mandat 2026-2032, on arrive déjà, un, à les compter, et deux, à faire en sorte qu'un maximum de villes puissent se doter de cette compétence, là, pour moi, ce sera quelque chose d'important. Et après, c'est ce à quoi invite ce livre, et il le fait d'ores et déjà. Un début de mandat doit être l'occasion, ou même une campagne, doit être l'occasion de mettre en place un véritable plan avec une vraie ambition sur la question des seniors, mais là encore, de manière holistique, à 360 degrés, puisque c'est aussi quelque chose qu'on développe dans le livre, Frédéric. On parle des trois âges de l'âge. Hmm. Euh, on, on identifie qu'aujourd'hui, on parle des seniors. Alors, on a choisi de garder cette dénomination parce que c'est celle qui est à la mode en ce moment et globalement comprise par tout le monde. Mais quand vous parlez des seniors, vous parlez aujourd'hui de moi, 57 ans, et vous parlez je suis dans une ville de Marguerite dont on vient de fêter les 102 ans à l'EHPAD. Vous voyez, ça nous fait quand même une petite différence d'âge, moi et Marguerite. Et on parle en fin de compte de trois générations complètement différentes. Différentes dans leurs besoins, différentes dans leurs capacités contributives et différentes dans la manière dont on peut poser des choses dessus. Donc, l'idée, c'est vraiment de se dire, on a, euh, on a un premier âge, plutôt 55-65 ans, où on doit préparer des gens à leurs années de retraite. Voilà. Et vous voyez, moi, je pense que une ville a un rôle aujourd'hui pour quand les gens vous disent oui, oui, mais moi, je veux vieillir chez moi, pour essayer de faire prendre conscience à ces gens qui ont une petite soixantaine
qui vivent à 6 kilomètres du centre-ville, dans un lotissement où il y a zéro commerce, que bah, peut-être maintenant que les enfants sont partis de la maison, garder cette grande maison qui coûte un peu d'argent, c'est peut-être pas forcément la meilleure idée. Et que vivre chez soi, ça peut être dans un autre chez soi, mais un chez soi quand même. Ça ne veut pas dire un établissement. Donc un maire, il peut avoir, enfin des élus et puis des services peuvent avoir un vrai travail incitatif pour fabriquer un parcours résidentiel. Donc voilà, on a ce premier âge, ce deuxième âge où là, on est à la retraite, et c'est ce que je vous disais tout à l'heure quand je dis les politiques aujourd'hui ne savent pas s'adresser aux retraités. Où vous êtes pas que quelqu'un qui doit qui doit être cantonné à regarder je ne sais quelle émission sur son canapé. On peut aussi le dernier quart de la vie, ça peut être quelque chose où vous contribuez à la société. Alors il y en a beaucoup hein, dans les associations, dans le développement d'une activité de loisir. Et puis après, on a la perte d'autonomie. Alors il n'y a pas d'âge précis, il y a des gens que ça ne touchera jamais, et tant mieux. Mais il peut y avoir au-dessus de 80, 85 ans, un âge où ça devient compliqué. Et là, les solutions, elles sont de moins en moins municipales, même s'il y a toute la question du domicile qui est importante, mais elles peuvent relever après de l'établissement. Mais vous voyez, la vraie logique, c'est ça, c'est comment on aide les gens à faire et les élus et les services à faire un véritable plan où on va pas se cantonner qu'au repas des anciens ou des seniors et au bal et à des activités qui sont certes importantes. Moi, je crois beaucoup à l'intergénérationnel. Je pense pas que les seniors ont vocation à vivre qu'entre eux. Mais comment on arrive à avoir un plan global pour justement bien vieillir dans sa ville. Une conclusion ou un point que vous voulez rajouter à nos échanges? Bah, écoutez, je pense que ce sujet-là, pour moi, est un sujet cœur du mandat 2026-2032. On a fait un livre avec Boris Venon, encore une fois, volontairement et très, très accessible. C'est pas un livre savant, c'est un livre qui s'adresse à des personnes qui, aujourd'hui, travaillent dans des entreprises et qui, demain, seront sur une liste municipale et peut-être se retrouveront conseiller municipal délégué, maire adjoint, en charge de ce secteur-là et avec un niveau de connaissance du secteur qui là, a vocation à être accessible. Comme je le disais en introduction, Frédéric, c'est presque une logique d'inspiration. De nos idées peuvent en être d'autres, hein. On parle de mentorat réciproque, là, par exemple, en disant le mentorat qui est très à la mode aujourd'hui, ça nous intéresse, mais on pense que le senior a tout autant vocation à apporter des choses aux jeunes et inversement. Bah, il y a peut-être des gens qui sont élus aujourd'hui, il y en a qui nous ont déjà fait des retours, qui nous disent c'est super, mais voilà, nous on pourrait l'adapter comme ça. Les solutions sont là, elles sont ce qu'elles sont, il y en a certainement d'autres. On pourra écrire un tome 2 sans problème, mais ben, maintenant faut s'en emparer. Il faut les adapter aux logiques de taille de ville et de territoire. Et puis, j'espère que cette question de la seniorité, de l'avancée en âge, du vieillissement de la population sera vécue comme une chose positive dans le prochain mandat municipal et pas comme une sorte de boulet, un poids et un problème social de plus. On a besoin de faire du positif. Merci, merci Yann Lasselin. Je rappelle que vous êtes co-auteur du livre 50 solutions pour les territoires pour le bien vieillir. Et vous pouvez retrouver et commander le livre en cliquant sur le lien sous cette vidéo. Merci beaucoup. Merci Frédéric.